Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à la faveur de cette émission voulue par l'ONG Compassion en partenariat avec la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. Compassion, pour vous dire un mot, est une organisation chrétienne au service de l'enfance à travers les églises évangéliques. Son programme dénommé Un enfant propose par exemple aux tout petits enfants de 0 à 22 ans, des prises en charge de leur enregistrement jusqu'à la sortie. Et fort de cette expérience, et à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin, Compassion s'arrête sur un triste phénomène dans nos établissements, la consommation des stupéfiants. Les données en la matière sont rares, mais tous s'accordent à dire que le phénomène va grandissant. Dans cette émission, donc, nous allons mettre l'accent essentiellement sur l'ampleur de ce phénomène. Et puis, nous verrons quelles sont les raisons et les conséquences éventuelles. Et enfin, nous allons explorer les solutions que l'on pourrait donc envisager pour enrayer ce phénomène de nos établissements. Et pour animer cette émission, nos invités sont avec nous. D'abord, le pasteur Étienne Pitouapa. Il est le promoteur de Desinog. Desinog, c'est instruire et impacter la nouvelle génération. Il représente aussi sur ce plateau l'ensemble des partenaires de l'ONG Compassion. Avec nous, M. Souleymane Nignan, il est de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du Burkina. Avec nous aussi, M. Bassalia Diané, du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Avec nous, M. Mathieu Lompo, il est directeur de la justice juvénile au ministère de la Justice. Bonsoir à tous et merci de répondre à notre invitation. Alors, avant d'aborder le sujet qui nous réunit ce soir, qui est, je le répète, la consommation des stupéfiants dans les établissements, pasteur Étienne Pitouapa, dites-nous, quand on est partenaire de Compassion, qu'est-ce qu'on fait exactement? Quelles sont les activités justement que vous menez à travers Compassion? En tant que partenaire de Compassion internationale, Compassion aide les églises pour que nous puissions effectivement faire face à certains besoins des enfants vulnérables. Alors, et là, c'est sans frontières, c'est parce que dans l'entourage de l'église, nous allons chercher les enfants qui, en fait, se trouvent dans des difficultés et nous les mettons ensemble pour leur donner la possibilité d'être éduqués, d'être nourris, d'être soignés afin de faire de ces enfants des enfants de demain. Donc, voilà un peu ramassé. Et dans ce cadre-là, nous avons à peu près 100 enfants qui sont encadrés dans les CDE, donc c'est les centres de développement. Le centre de développement, voilà. Et les activités que vous menez là-bas, c'est quoi essentiellement? Il y a des enseignements, parce qu'en fait, il y a des appuis au niveau éducatif. Il y a aussi des parrainages, par exemple. Parrainage, on paye la scolarité des enfants, il y a des appuis au niveau scolaire, et puis bon, d'autres, des soins, quand l'enfant est malade, quelle que soit la maladie, l'enfant est pris en charge totalement par Compassion internationale. Alors donc, c'est un peu comme ça que les choses sont faites avec tous les partenaires de Compassion internationale. Venons-en à notre sujet. Et je viens à vous, M. Diané, parce que vous êtes du ministère de l'Éducation nationale. C'est vous qui connaissez nos établissements. Quelle est la situation aujourd'hui, à l'heure où nous parlons de la consommation des stupéfiants? Quand on parle de stupéfiants, c'est plusieurs choses à la fois dans nos établissements. Ok, bien, merci. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, donc de dire en tout cas toute la gratitude du ministère à Compassion pour l'initiative de cette table ronde, parce que malheureusement, le phénomène de la drogue est aujourd'hui une triste réalité en milieu scolaire. Alors donc, ceci dit, alors pour faire un peu l'état des lieux, c'est vrai, vous l'avez dit un peu dans l'introduction, il n'y a pas de statistiques disponibles comme ça en la matière, mais à partir de la dernière session, l'Assemblée générale du Comité national de lutte contre la drogue, on a même souhaité
et comme nous sommes membres statutaires de ce comité-là, que, en tout cas, on constitue une base de données à partir de maintenant. Mais au niveau de la ville de Ouagadougou, on peut dire que de 2014 à 2019, il y a eu en tout 690 interpellations d'élèves et d'étudiants pour faire du drogue. Bon, maintenant, au plan de la prise en charge et pour usage de drogue, de manière générale, il y a eu 1690 cas pour l'ensemble du Burkina, y compris des élèves. Donc, c'est dire que le phénomène est inquiétant. Et je pense que, justement, à la faveur de cette table ronde-là, bon, on pourrait, en tout cas, porter l'information ou sensibiliser le plus grand nombre de Burkinabés pour que chacun essaie, en tout cas, de s'assumer du mieux qu'il peut pour que, justement, on puisse en venir à bout, sinon éradiquer sensiblement ce fléau. Mathieu Lompo, vous êtes de la justice. Est-ce que ce sont des cas que vous rencontrez? Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que le phénomène est inquiétant, comme le dit M. Diané? Oui, je confirme que le phénomène est vraiment très inquiétant parce que lorsque nous consultons les statistiques du ministère de la Justice sur la question des stupéfiants, en moyenne, il y a au moins 266 cas de questions concernant les stupéfiants qui sont enregistrés chaque année au niveau des parquets des tribunaux de grande instance du Burkina. Et juste pour la circonstance, la question de cette émission, j'ai pris attache tout de suite avec un collègue juge des enfants qui m'a dit qu'au cours du mois de janvier à maintenant, il a eu affaire à au moins 4 enfants, 4 élèves qui étaient impliqués sur des questions des stupéfiants. Donc c'est un phénomène réel. Et personnellement, avant même cette date, j'ai eu affaire à des enfants, des élèves qui, dans le cadre des grèves, sont interpellés en même temps que pour des faits de consommation des stupéfiants. Donc c'est un phénomène réel. Alors, monsieur Pasteur Pitouapa, est-ce que vous aussi, vous sentez que la situation est assez inquiétante, comme le disent les deux autres? Ok. Merci beaucoup. C'est avec un cœur contrit que je parle de cela parce que dans nos activités quotidiennes, nous faisons de la sensibilisation. Nous allons dans les établissements et en 2017, nous avons fait le tour de 21 établissements scolaires au niveau de la région du centre-ouest. Mais je vous dis que quand vous allez dans la classe, vous savez que c'est vraiment inquiétant. Alors, tous les établissements du Burkina Faso sont touchés. Parce que le professeur Ouedraogo Aruna, il a fait une enquête par rapport à ce phénomène. Et dans la ville de Ouagadougou, tous les établissements, vous ne verrez pas un établissement où on ne parle pas de drogue. Alors, et quand nous sortons, nous faisons face à ces phénomènes. Des gens nous contactent par rapport à leurs enfants. Mais vous savez, le phénomène, c'est que les gens veulent cacher. Mais sinon, c'est vraiment réel. Et nous avons besoin de regarder en profondeur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Sinon, la situation est plus que inquiétante. Alors, on va revenir sur ce qu'il faut faire. Monsieur Nian, qui est un parent d'élève, vous, en tant que parent d'élève, est-ce que vous constatez malheureusement que vos enfants dans les établissements tombent dans ce piège de la drogue si, ou des stupéfiants? Malheureusement, c'est le conseil amer parce que, et je vais vous donner un exemple. Oui. Quand vous prenez la salle Badia à Samba, ils ont eu à animer des journées de sensibilisation suite à des élèves qui ont été pris, des élèves de 5e et 4e qui ont été pris pour faire de drogue courant l'année 2020. 5e et 4e. Alors, donc quand vous prenez ce type d'établissement où tout le monde pense que la discipline est de rigueur et qu'on arrive à trouver ces cas là-bas, donc à la suite du passeur, c'est un cas, c'est généralisé aujourd'hui dans nos établissements. Le mal est réel. Alors, Mathieu Lompo, en général, quand vous rencontrez ces genres de situations, quelles sont les raisons qui poussent ces enfants-là
à tomber malheureusement dans cette situation? Le plus souvent, c'est la compagnie. Un élève qui a un ami donc, qui a déjà l'habitude donc, de consommer donc, la drogue, très rapidement, il est entraîné. L'autre élément, c'est l'entourage, le milieu où l'enfant vit. Peut-être dans le quartier, il y a des endroits où on appelle des QG. Voilà, facilement, il peut s'habituer donc, à la consommation donc, de la drogue. Le plus souvent aussi, c'est parce que, surtout dans les questions, dans les familles monoparentales, c'est par exemple la mère, celui qui s'occupe donc de l'éducation de l'enfant, très rapidement, eh bien, l'enfant peut glisser dans la consommation donc, de la drogue sans qu'on ne s'en rende compte. Mais il y a aussi le fait que les parents ont véritablement donc, fui leur responsabilité vis-à-vis donc, des enfants. Je crois que pour tous ceux que nous croisons, c'est autant donc d'éléments qui favorisent donc la consommation donc, des drogues par les enfants. Pasteur Petropa, vous qui êtes aussi sur le terrain, comment on peut expliquer cette situation? Et vous savez, le phénomène de la drogue est complexe. Parce que premièrement, c'est un problème financier. Et tout est fait en sorte que la drogue circule partout. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Parce que la drogue occupe la deuxième puissance, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Donc, derrière, bien sûr, les armes. Donc, ça, c'est un. Et vous avez ce qu'on appelle la curiosité des enfants. Quand on dit que monsieur, tu prends la drogue, voilà, tu deviens Superman. En fait, avant de vous laisser poursuivre, vous êtes en train de dire que pour consommer de la drogue, il faut avoir quand même des moyens. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire que c'est organisé pour que la drogue circule. OK. Voilà. Même si tu n'as pas de l'argent, ils ont des astuces pour avoir de la drogue. D'accord. Donc c'est comme la cigarette, l'alcool. Hein. Ouais. Donc bon, même si tu n'as pas, tu vas fumer parce ils collaborent. Voilà. Donc il y a ce phénomène qui fait qu'il y a tout un système qui est mis en place pour la circulation de la drogue partout. Alors, donc vous avez des enfants même du primaire. Hein, c'est peu. Carrément. Oui, et qui sont dans le filon de la chose. Donc c'est très compliqué dans cette affaire. Alors, donc, je parlais de la curiosité, l'ignorance aussi. Ils pensent que bon, il n'y a rien, on peut y aller. Vous avez le désir de sensation, comme je l'ai dit, l'extase. Les jeunes sont tellement curieux. Et vous avez la pression ou l'influence du groupe. Quand un enfant est dans le groupe, il va comme dire, il a dit, la compagnie. Et c'est cela. Donc, il y a vraiment toutes ces choses qui montrent que et aussi, on peut penser à la pauvreté. Quand un enfant n'a pas mangé, et on lui dit, mais si tu prends cela, tu n'as plus faim. On a plutôt l'impression que ce qu'on se dit couramment, oui. On se disait que quand même, vu le prix de la drogue, pour pouvoir entrer dans ce circuit, il faut peut-être en avoir un peu. Non, vous savez, c'est tout un mécanisme. Prenez le cannabis. Le cannabis est cultivé au Burkina Faso. Avec 100, 200 francs, tu peux avoir ta feuille et puis bon, y aller. Donc, quand tu prends ce produit-là, toute la journée, il est très bien, tout content, il n'a pas faim. Et donc, ça attire toutes ces personnes-là qui sont dans ces situations d'en faire usage. Et bon, et même la richesse, les enfants dont les parents sont aisés. Parce que quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont, ils ont l'argent, ils veulent quelque chose de plus excellent, ils se lancent dedans. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Monsieur Diané. Bon, je pense que je prends en mon compte quelques raisons, quelques causes qu'ils ont évoquées. Mais peut-être à cela, il faut ajouter cette propension aussi à vouloir s'identifier à des stars. Sinon, la curiosité, l'ignorance, comme on l'a dit, la pression du groupe, ça c'est important. Et justement la recherche aussi de la performance. Forcément, on donne l'impression que X travaille bien, X a de bonnes notes, c'est parce que justement il consomme la drogue. Et donc la recherche de cette performance-là, on se lance là-dedans, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai, parce que vous ne pouvez pas avoir la prétention d'apprendre en 2 semaines ce qui s'étale sur toute une année scolaire.
Voyez-vous, donc il y a cette... C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui prennent de la drogue pour pouvoir étudier, par exemple, c'est ça? Oui, parce qu'on leur donne forcément l'impression que justement la drogue, là, ça rend intelligent. La consommer rend intelligent. Et donc, on peut même mentir, prendre un élève excellent, on dit, bon, un tel parent, il travaille bien, c'est parce que justement, il consomme la drogue. Et même que, justement, un enfant de 6e qui a été pris avec la drogue, et quand, justement, c'est-à-dire l'information a été portée à ses parents, ils sont tombés des nues. Mais quand le père a demandé à l'enfant, mais pourquoi il a fait ça, il dit que non, que c'est pour être premier et leur faire plaisir à ses parents. Parce qu'on lui a dit que s'il consommait ça, il allait mieux travailler, voyez-vous. Donc ce sont malheureusement des comportements mensongers, mais qui peuvent induire certains par ignorance dans la consommation de la drogue. Monsieur Nia, le problème aussi, c'est que les parents, malheureusement, n'ont plus le temps pour les enfants. Ils sont toujours partis, toujours occupés. Et malheureusement, les enfants sont laissés à eux-mêmes. C'est bien ça? Les parents ne se donnent plus le temps d'accompagner les enfants dont ils sont à l'origine de leur venue. Vous voyez, c'est difficile. Chacun dit, je n'ai pas le temps. Alors qu'un jour viendra où on aura le temps. Parce que les enfants, les parents des enfants qui ont viré, qui sont devenus dépendants de la drogue, qui ont même pété les plombs, se donnent aujourd'hui le temps de suivre ces enfants-là. Alors qu'ils auraient dû prévenir en suivant ces enfants-là. Voilà. Alors quand vous prenez aujourd'hui dans les établissements, nous parlons de la sensibilisation. Quel que soit le thème, vous convoquez les parents. Si sur 1000 élèves, vous aviez 50 parents présents, là, vous avez fait un record. Vous avez fait un record. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même par téléphone. Parce que nous avions échangé avec certains chefs d'établissement. Il y a rare de parents qui appellent pour voir comment se comporte mon enfant, quelle est son attitude, quel est son travail à l'école. Quand on passe même par moment pour dire bonjour. On ne passe même pas. Et je donne un exemple terre à terre. Aujourd'hui, dans les établissements, dans beaucoup d'établissements, tous ceux qui ont les moyens, on remet directement les bulletins aux enfants. Les bulletins qui ne sont pas remis, c'est les bulletins de ceux qui n'ont pas les moyens. Ça veut dire que les parents ne vont pas chercher les bulletins même de leurs enfants. Donc, ça pose déjà un problème. Est-ce que, M. Diani, il n'y a pas aussi une faille au niveau de l'organisation même, la structure de nos établissements? Il n'y a pas de clôture, c'est jouxé par des activités commerciales tout autour. Et finalement, tout le monde peut avoir accès et les enfants aussi peuvent sortir à tout moment. Est-ce que ça ne favorise pas ces gens de choses? Oui, tout à fait. Ça, c'est une réalité. C'est un fait dont le ministère a conscience. Et d'ailleurs, on a fait, en tout cas sur instruction du ministre, une évaluation justement donc de l'ensemble. Mais je vous assure que le montant, c'est impressionnant, c'est colossal. Voilà, parce que la plupart des établissements du pays ne sont pas clôturés. Maintenant, c'est qu'on a déjà décidé au niveau du ministère que désormais, toute nouvelle construction là, il faut que la clôture soit prise en compte. Voyez-vous. Bon, donc déjà ça, c'est-à-dire les nouvelles constructions déjà vont se faire avec les clôtures. Et au fur et à mesure, on va essayer donc de travailler à clôturer, en tout cas les établissements qui ne le sont pas. Effectivement, la non-clôture des établissements fait que bon, ça devient des passoires. Bon, n'importe qui rentre, fait ce qu'il veut. Bon, et même des établissements, par exemple un établissement au niveau du Bobo, mais c'est effectivement, c'est un lieu de rencontre justement de ceux qui vont se shooter comme ils disent, voyez-vous. Et c'est aussi au vu de tout le monde, mais bon, l'établissement n'étant pas clôturé, on peut pas si l'établissement était clôturé, on pourrait par exemple fermer le portail, bon, et puis interdire l'accès. Bon, donc ça c'est un fait, en tout cas c'est effectivement, et on en a conscience et on travaille justement à résoudre cette question au fur et à mesure. Alors, la drogue,
où les stupéfiants dans les établissements sont une réalité. On a évoqué certaines raisons. On va voir exactement quelles sont les conséquences de cette situation-là sur ces enfants. Pasteur Pitropa, vous qui allez à la rencontre de ces enfants tout le temps. Au niveau de la santé, la drogue va toucher tous les centres vitaux du corps. Le système nerveux central est touché, la moelle épinière est touchée, le cœur est touché. Parce que ce sont des enfants en développement, malheureusement. Oui, malheureusement. Oui. Et vous voyez souvent à l'hôpital, vous voyez que ce sont des jeunes de 25 ans, 20 ans, qui ont des problèmes de reins. Ça ne devait pas se trouver comme ça. Ce n'est pas normal. C'est dû à ces consommations. Ça, c'est au niveau de la santé, même la folie et la mort. Il y en a qui meurent parce qu'ils en ont pris suffisamment. Ça, c'est au côté santé. Côté moral, vous verrez que c'est la perte de la morale, hein, la sexualité débridée, vous verrez que c'est la dépravation, tout ça. Au niveau de l'éducation, vous verrez que là aussi, c'est la médiocrité, parce que les cerveaux sont grillés, ce qu'on appelle les neurones sont désorganisés. Donc le système ne permet plus à l'enfant de pouvoir apprendre ses leçons et les ranger et se rappeler. Donc, contrairement à ce qu'ils pensent, puisque, comme le dit M. Diané, eux pensent qu'en prenant, ils peuvent augmenter leurs performances, alors que c'est tout le contraire qui se passe. Justement, c'est des astuces, hein, c'est des systèmes qui sont mis là pour que l'enfant y aille. En fait, c'est ça. Et vous avez aussi au niveau familial, c'est des dépenses énormes. Et aussi, il faut du temps pour s'occuper de ces enfants. Maintenant, comme disait notre interlocuteur ici. Peut-être au niveau familial, il y a aussi la friction, sinon la cassure même de la cohésion familiale. Oui. Parce que finalement, la relation entre cet enfant et les parents, oui, c'est forcément délétère. Oui. Bon, voilà, donc c'est tout ça. Et des dépenses énormes. Une situation insupportable. Vous avez l'insécurité aussi parce que l'enfant est capable de faire tout. Il peut agresser ses parents pour avoir de l'argent. On a vu des cas où c'est vraiment terrible. Et souvent, comme il ne se contrôle plus, on a vu des cas où des enfants ont haché leurs parents comme ça directement. Hein, un cas à Banforum, j'étais là-bas dans la sensibilisation. On nous a fait le rapport que l'enfant s'est levé et dit, bon, il est parti au champ, son père était là-bas. Il dit, papa, tu vois le soleil? Tu ne le verrais pas se coucher. Et il a haché directement. La maman qui était loin là-bas avec son bébé, il avance, dit, ben, tu as vu la situation de papa? Toi aussi, tu vas subir le même sort. Il a tué en même temps son père et sa mère le même jour. Alors, ça fait peur. Et donc, côté familial, les gens pensent que bon, c'est le problème de l'autre. Et tu ne sais pas que ton enfant est déjà en train de couver la situation. Et c'est quand même délicat. Au niveau national, c'est la perte des cerveaux parce que la drogue va toucher toute la crème des enfants qui sont très intelligents. Donc nous perdons tous les cerveaux, sur lesquels on pouvait compter pour la gestion de notre pays. Alors nous avons ce qu'on appelle la violence, l'insécurité, c'est dû à tout cela. Alors il y a aussi la perte des bras valides, ceux qui devaient nous aider à travailler, parce qu'aujourd'hui, vous avez les missiles, vous avez ceci, vous avez bleu. Donc, ils prennent cela pour travailler et ils se détruisent en même temps. Vous avez des conséquences économiques et vous avez la situation du risque du besoin d'assistanat. Si, par exemple, à un moment donné, vous n'avez plus de gens qui peuvent réfléchir et dire, bon, nous allons faire ceci pour notre pays, mais on aura besoin d'autres personnes pour venir assister. Et la peur, c'est qu'à un moment donné, le pays peut devenir ingouvernable. Donc c'est vraiment des choses... Sauf que M. Nignan, en tant que parent, on ne voit pas toujours venir. Oui. On ne voit pas toujours venir, mais lorsque, comme je l'ai souligné au départ, lorsqu'on suit son enfant, on peut sentir et prendre des dispositions. Et comment ça? Et bon, par exemple, votre enfant qui change de comportement, subitement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On essaie de comprendre. D'abord de voir avec qui il est aujourd'hui, sa compagnie. Ensuite, si possible, si c'est un élève qui est régulièrement inscrit, aller vers l'établissement pour voir est-ce qu'il n'a pas d'autres problèmes à l'école. Échanger avec l'enfant à la maison. Il faut qu'on se donne ce temps-là. Et là, on va
progressivement découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on pourra l'arrêter à temps. Sinon, lorsque l'enfant bascule dans la drogue, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour les parents. On a parlé tout à l'heure de la cohésion, même au sein de la cohésion, famille, mais aussi au sein de la cassure société. Au niveau du foyer, parce que les gens se rejettent la balle. Oui. Ah, la maman, bon, je t'ai toujours dit, notre enfant n'a pas un bon comportement, voilà, voilà. Le papa aussi dit non, c'est toi qui es toujours à côté, à la maison, tu aurais dû. Donc ça pose vraiment de véritables problèmes. Et pour le parent, comme le dit le pasteur, on cherche à rattraper le coup et donc c'est des dépenses énormes. Des dépenses, on a maintenant le temps, on a les moyens, mais c'est tard. Lorsque ça s'installe, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc je crois que la meilleure façon, c'est de prévenir. On va arriver aux solutions, Mathieu Lompo. Les cas que vous rencontrez au niveau de la justice, comment ça se termine? Quelles sont les conséquences finalement? Pour ce qui est donc de la justice, comme vous le savez, ce sont des comportements qui sont punissables. Et si on prend un élève ou bien un enfant qui détient donc de la drogue à des fins de consommation personnelle, l'article 381-4 du Code pénal considère que pour ces enfants-là, la peine va de 2 à 5 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Il en est de même lorsque vous possédez donc ces drogues-là pour les mettre à la consommation d'une autre personne. Donc, les dispositions sur le plan donc, pénal sont suffisamment claires et sanctionnent sans tenir compte donc du caractère de la minorité donc, de l'intéressé, pour qu'il ait donc la responsabilité pénale, c'est-à-dire 13 à 18 ans. En français facile, vous allez faire la prison. Voilà, en français facile, vous allez faire la prison. Même si voilà, il y a une justice pour mineurs qui essaie donc par application de certaines dispositions, article 77 donc la loi 15/2014 portant protection de l'enfant en conflit avec la loi, de tenir compte de certains aspects. Comme il le dit souvent, il y a la désertion des parents. Donc une enquête sociale peut être faite pour voir qu'est-ce qui a pu motiver donc cet enfant à se jeter donc de la consommation donc de la drogue. Est-ce qu'on peut sauver cet enfant ou bien est-ce que véritablement c'est un récidiviste qui n'a plus de chance d'être réintégré? De lui trouver des circonstances atténuantes. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est punissable. C'est punissable, comme je l'ai dit, la peine va de 2 à 5 ans, une amende de 1 million à 5 millions, consommation personnelle ou si vous mettez donc ces drogues-là à la disposition de quelqu'un d'autre. Et je sais que personnellement, j'ai déjà condamné donc des enfants pour ce type de fait parce que le plus souvent, quand ils commencent, vous pouvez leur dire, bon, on vous remet à vos parents, partez, mais demain, c'est lui encore qui est là avec beaucoup d'autres faits plus graves, la violence. Et il y a, comme le pasteur l'a dit, un cas que j'aimerais donc exposer ici. Voilà un jeune garçon donc de 16 ans qui a observé qu'il y a une dame qui vendait donc son riz et il a imaginé un plan pour pouvoir donc s'accaparer de l'argent de cette dame-là. Et le soir, donc, autour de 3 h du matin, en tout cas selon ce qu'il m'a dit, il a payé donc ses produits d'abord vers 22 h et il attendait vers 3 h du matin. Il a pris les produits et il s'est servi donc d'une machette. Il allait donc dans la chambre donc, de la dame pour lui dire de donner l'argent. La dame dit, mais moi je n'ai rien. Dit que non, l'argent qu'elle a eu donc au cours de la journée, il faut qu'elle donne. Mais le temps qu'elle se lève, il a enchaîné donc avec la machette. Et l'enfant donc de la dame a crié et il a enchaîné également là-bas. Sur l'enfant. Et rapidement, il a fui pour aller plonger donc la machette à quelque part, cacher ça et puis rentrer, commencer à dormir. Mais quand il se trouve qu'il y a un des enfants donc, de la femme qui a réussi à fuir. Et c'est lui qui a dit non, manifestement, ça doit être un tel. Et quand la police est venue d'investigation en investigation, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est lui. Et il a dit qu'il voulait faire ça, mais il n'avait pas la capacité de le faire. Il fallait nécessairement qu'il prenne quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est la drogue, c'est les stupéfiants. Il en a pris et il a commis donc l'acte. Monsieur Diané. Ok, merci. Voilà, comme nous sommes sur le milieu scolaire, là, voilà, je voudrais que parmi les conséquences là, on note en fait l'indiscipline et l'incivisme et justement la violence.
Parce qu'il y en a récemment qui ont lié d'ailleurs les événements qu'on a connus avec les manifestations au lycée Zenda, avec justement cette consommation des stupéfiants. Justement. Vous voyez, donc ça dit que les conséquences vont justement à ce niveau. Ça dit ça, c'est un facteur aggravant de l'indiscipline et par ricochet de l'incivisme, et ça conduit à la violence, au meurtre et parfois même à la mort. J'ai dit parce que si vous vous rappelez, au niveau du Saint-Viateur, il y a quelques années, des élèves sous l'emprise de la drogue ont mortellement frappé un de leurs camarades. Voyez-vous, il y a ce cas, et il y a un élève, malheureusement aussi, mais qui a agressé sa propre mère. Vous voyez, donc c'est des situations, franchement, comme entre-temps Pasteur l'avait dit, on se dit souvent, par ignorance, on consomme, il n'y a rien. Alors que, pour peu qu'on pense aux conséquences que ça induit, vraiment, on peut se dissuader. Et vous. Parce que pour un élève, ça peut aboutir aussi, il a parlé de résultats, mais à l'abandon carrément. Oui, il y a l'abandon précoce même de l'école. Ça, c'est une des conséquences également de la consommation de la drogue. Voyez-vous. Alors, donc, Monsieur Nignan, je voudrais que vous réagissiez justement à ce que dit le juge Lampo. Quand on est un parent et vous devez, parce que vous n'avez pas le temps, et vous avez un enfant qui se retrouve avec une situation semblable. Oui. Je dois comprendre que c'est difficile pour vous. Et pour le parent surtout, c'est le regard de la société qui doit faire mal finalement. Si, moi je crois que moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours de la rigueur et de la fermeté dans ce que nous faisons. Vous voyez, quand nous avions trop de problèmes aujourd'hui, on va en venir au niveau des pistes de solutions. C'est parce qu'il y a un laisser-aller. Il a parlé de la clôture des établissements. Il y a un décret, le décret de 2016, qui dit que l'établissement doit être clôturé avec des issues de sortie et de contrôle. Aujourd'hui, nos établissements sont devenus des marchés. Même s'il y a des établissements clôturés où on prend le mur... Oui, mais c'est des marchés, il n'y a pas de contrôle au niveau des entrées et des sorties. N'importe qui peut rentrer, faire ce qu'il veut et ressortir. Ce n'est pas normal. De par le passé, quand vous allez dans un établissement, d'abord vous êtes en tenue et vous êtes élève de l'établissement, ou vous allez directement à l'administration pour un problème. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Effectivement, c'est difficile de voir que c'est vous, votre enfant, qu'on envoie à la justice pour des faits liés à la consommation de drogue. Si c'est seulement la consommation, ça va. Mais les conséquences, votre enfant qui va cambrioler une boutique, par exemple, qui va tenter d'assassiner quelqu'un, qui va poser des actes difficiles. Nous avions tous vu tout à l'heure ce qui s'est passé. Moi, je suis un parent. J'ai toujours dit, un enfant normal ne peut pas poser de tels actes. Ce n'est pas possible. Et nous, souvent, lorsqu'il y a des problèmes, on va à l'encontre, on rencontre les enfants, on se rend compte que souvent, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes. Alors, pasteur Putoapa, vous qui échangez aussi avec les responsables des établissements, parce que vous allez dans les établissements, est-ce que, à un moment donné, on se dit un peu lassé, fatigué, on a des appréhensions, ou bien qu'est-ce que vous ressentez au niveau des responsables, surtout des établissements? On a besoin de ça. Oui, c'est vrai. Quand vous les écoutez, on sent qu'ils sont dépassés par le phénomène. Tout ce qu'ils ont pu mettre en place comme organisation pour empêcher la drogue entre quand même. Et vous savez, c'est vrai, on peut clôturer les établissements, mais les enfants vont toujours se procurer de la drogue. Aujourd'hui, avec Internet, on n'a même pas besoin de venir au niveau des établissements. Bon, il suffit de dire, bon, voilà, je t'envoie l'argent par telle monnaie.
Et puis, bon, il dit, bon, tu trouves ton produit là à côté d'une pierre devant le tronc d'arbre. C'est un exemple, hein, ça peut être par d'autres moyens, pour ne pas que quelqu'un se sente stigmatisé. Non, voilà, on n'a pas dit forcément que c'est pareil tellement que ça se passe. C'est un exemple qu'on prend. Parce que bon, quand on dit Internet, c'est pour rassurer. C'est pour appuyer, pour montrer que, en fait, l'enfant aujourd'hui, avec les moyens de communication, l'enfant peut se procurer la drogue n'importe où et à n'importe quel moment. Et je pense que désemparer, c'est vrai. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, je pense que c'est ça qui doit montrer qu'en dehors de ces efforts qui apparemment ne peuvent pas arrêter la chose, il faut réfléchir sur d'autres moyens efficaces pour que vraiment on puisse bloquer. C'est ce qu'on va essayer de faire là. Alors, à votre niveau, cette fois-ci, c'est avec la casquette des Innov. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir justement aider à lutter contre le phénomène? Alors, ce que nous faisons, nous disons, nous avons plusieurs catégories dans cette situation. Vous avez des enfants innocents qui n'ont aucune connaissance de la chose. Première chose, il faut une sensibilisation pour que l'enfant sache que voici ce que la drogue et n'importe quel, tous les stupéfiants peuvent causer comme dégâts dans sa vie, dans la société, dans la famille. Et quand l'enfant déjà est sensibilisé, lorsqu'on vient de lui proposer ça, il va dire, ah non, j'ai compris que c'est mauvais. Donc, et ils sont nombreux. Il faut y aller, et le plus tôt possible. Et c'est pour ça que nous mettons l'accent sur la sensibilisation pour préserver le maximum. Vous avez d'autres qui sont à un niveau pas très avancé. Et quand ils sont juste au contact. Oui, le contact, ils ont pris 2 fois, 3 fois, mais en fait, la dépendance ne s'est pas installée. En ce moment, quand vous leur donnez les conséquences de manière précise, dire que bon, tu es en train de te détruire, quand l'enfant voit cela, il peut faire marche arrière. Maintenant, quand il est enfoncé, la dépendance est installée, il est accro. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que cet enfant, à ce moment-là, n'écoute rien. Alors, s'il n'écoute rien, ça veut dire que bon, maintenant, il faut aller vers des services spécialisés. Donc, on encourage, effectivement, qu'on amène ces enfants. Est-ce qu'on en a assez Non, justement, malheureusement. Malheureusement, à Ouagadougou, vous avez le centre psychiatrique de l'hôpital Yalardo seulement qui, en fait, prend en charge les effets et tout ça pour essayer de ramener. Mais il n'y a pas de centre de sevrage. Or, il faut des centres de sevrage et de traitement de sevrage pour que l'enfant, à un moment donné, puisse être libre de la drogue. Mais ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et donc, on essaie d'aider, de compenser. Et vous savez, la drogue, il n'y a pas de médicament contre la drogue. C'est des mécanismes qu'on met en place, simplement pour, s'il a pris, parce qu'il y a plusieurs types de drogues, des drogues, des stimulants, des perturbateurs et qu'on appelle ça, des dépresseurs. Alors, selon la drogue prise, on prend une autre drogue contraire, bien sûr. Ça, c'est au niveau médical, c'est contrôlé pour essayer d'amoindrir les dégâts jusqu'à ce qu'ils descendent à un niveau 0 et on laisse maintenant ce traitement. En ce moment, dans le corps de l'enfant, la drogue a disparu. Malheureusement, s'il n'y a pas de prise en charge rapidement, il suffit d'une soirée seulement. Son ami l'appelle, ah tu es sorti? Ah oui, je suis sorti. Viens, il fait fume et il repart à l'état initial et il est encore dans une situation de dépendance encore. Donc, c'est très complexe cette histoire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, on reviendra dessus pour des pistes de solutions, en tout cas. Mathieu Lompo, comment est-ce que vous, au niveau de la justice, vous tentez de récupérer, vous avez dit tout à l'heure, c'est à des degrés différents, il y a des enfants que vous remettez aux parents, est-ce que ça réussit? Comment vous tentez de sauver ces enfants-là qui tombent malheureusement dans cette situation? En fait, comme on le dit, si c'est la consommation encore, ça va. Mais le plus souvent, vous allez vous rendre compte que les enfants qui viennent à notre niveau, en plus donc de consommer pour d'autres actes qui sont des infractions. Donc quand ils vont arriver, on les poursuit pour des faits
de détention et consommation et pour les faits pour lesquels ils sont arrivés. Donc si ces faits pour lesquels ils ont commis sont plus graves que la consommation même, vous voyez que ça devient difficile d'aller uniquement vers la question donc, de la consommation. Donc c'est au cas par cas qu'on arrive donc à traiter donc, la situation. Pour les cas purement et simplement donc, des consommations, détention et consommation, si ce n'est pas avancé et qu'on considère au niveau donc, de l'enquête sociale que c'est parce que les parents n'avaient pas donc mis tous les moyens qu'il fallait, à savoir avoir du temps pour l'enfant et l'observer et essayer donc de lui donner les conseils, le jour de l'audience, puisque c'est les parents qui sont là, eh bien on les interpelle sur la question. Parce qu'on peut même déchoir un père de sa responsabilité, de son droit, de l'exercice de l'autorité parentale si effectivement il n'arrive pas à l'accomplir. Parce que la loi lui reconnaît l'autorité parentale s'il arrive à l'exercer. Expliquez-nous en français facile pour qu'on puisse comprendre. Oui, puisque en tant que père, on dit, ou bien mère, on dit que c'est vous qui devez éduquer l'enfant pour qu'il soit bien, de façon simple. Si vous n'arrivez donc pas à le faire, c'est possible qu'on puisse vous déchoir de ce droit-là. Ça veut dire que désormais on considère que ce n'est plus vous qui devez vous occuper de l'enfant. Et qui s'en occupe? Eh bien, la loi, au regard donc des enquêtes sociales qui peuvent sortir, on peut confier donc l'enfant à une personne digne de confiance ou bien à un centre jusqu'à ce que véritablement le père prenne ou la mère prenne conscience, revienne à de meilleurs sentiments pour être prêt pour s'occuper donc de cet enfant-là. C'est parce qu'on ne met pas en mouvement ce type d'action-là que finalement chacun se met donc dans la tête que bon, c'est le travail, l'enfant s'il peut, il n'a qu'à se débrouiller. Mais la loi prévoit que si vous n'arrivez donc pas à exercer convenablement votre autorité parentale, on peut vous déchoir de ça jusqu'à ce que vous reveniez à de meilleurs sentiments. Mais on n'en est pas encore à ça, ce qui est sûr sur les pistes de solutions, mais pourquoi ne pas donc mettre ça en avant? C'est possible que les centres disent, nous on a mené des investigations, on a trouvé que ce parent-là, il ne s'occupe pas donc de l'enfant, il ne veille pas sur lui, eh bien le mieux c'est le déchoir de son autorité parentale. Ne serait-ce que momentanément, le temps qu'on puisse donc confier cet enfant à une personne digne de confiance ou à un centre qui puisse donc les aider. Monsieur Dian, on est en Afrique, notamment au Burkina. En arriver à cette situation pour un parent? Pour un parent, je crois que ça va être très très difficile. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les têtes de certaines personnes? Je vous une petite parenthèse pour dire cadre. Il suffit de mettre tous les moyens à la disposition de mon enfant. Ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas le rôle d'un bon parent. Parce que ce que l'enfant fait avec ces moyens-là, tu ne sais pas. Absolument. Tu ne sais pas. C'est peut-être plus dangereux d'ailleurs. C'est plus dangereux. J'ai dit à quelqu'un, au lieu de payer une moto d'1 million et quelques pour ton enfant pour qu'il aille à l'école, paye-lui une fourgonnette, quelqu'un va le déposer à l'école. C'est plus sécurisant. Là, on sait que tu as les moyens. Tu embauches un chauffeur qui va chaque fois conduire ton enfant. C'est ça nous voulons voir. Et souvent peut-être aussi que l'enfant n'en veut pas et le parent ne voulant pas de crise. Ah mais l'enfant n'en veut pas. Qui est parent, qui est enfant? C'est ça la difficulté. Ah oui. Non, ce que vous dites, c'est juste. Nous avons effectivement des problèmes. Parce qu'il y a certains enfants même qui apprennent que le papa est passé à l'école, à la maison ça va chauffer. Et on a vu des cas. Parce qu'ils voient aussi leurs camarades qui viennent avec des motos peut-être d'un certain niveau. Bon, si eux se font, vous savez, entre élèves, il peut avoir... Mais ça, c'est pas avoir les moyens. Voilà. Avoir les moyens, c'est mettre vraiment ton enfant dans des conditions. Que quelqu'un véhicule ton enfant. Il va le déposer à l'école. Pour ces cours, c'est la personne, c'est quelqu'un qui conduit ton enfant. Là, tu sécurises ton enfant. Puis c'est ces mêmes enfants-là qui font les acrobaties sur les voies publiques. On n'a pas la certitude, mais bon, espérons que voilà, ce soit et que ce ne soit pas d'autres personnes. Il faut qu'on en arrive là. Quand on dit à certains parents là, vous n'êtes plus digne d'être papa, d'être père d'un enfant. On vous retire ce pouvoir-là et on va confier l'enfant à quelqu'un d'autre. En Afrique ici, ce ne sera plus lui seul, mais tous ceux qui seront tout autour là, ça sera une leçon. Ça va les amener à un changement. Monsieur Diané. Bien, merci. Bon, je voudrais Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, par rapport à ce que... Bon,
Ça, pour le moment, je pense qu'il y a d'autres peut-être mécanismes endogènes, voilà, pour régler ces questions-là. Mais sinon... mais puisqu'on n'arrive pas à s'en sortir, voilà, les choses vont de mal en pire. Bon, peut-être au niveau de la famille élargie, on peut trouver... Mais sinon, et si la justice doit faire des enquêtes sociales pour ensuite confier la responsabilité de l'enfant. Ils disent qu'ils ne sont pas à ce niveau, mais à un moment donné, il faut bien... Il va falloir en arriver là. Ah oui, puisque les choses se compliquent de plus en plus. Oui. Alors, à votre niveau, justement, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le phénomène? Bien, voilà. Donc, beaucoup de choses sont faites à notre niveau. Bon, d'abord, je voudrais rappeler que, bon, sur instruction du ministre, on a produit un mémorandum qui a été présenté, assorti de mesures d'accompagnement, qui a été présenté à l'Association des municipalités du Burkina Faso à la faveur de leur dernière session, et pour justement demander, en tout cas, à libérer les établissements d'enseignement, les écoles, justement donc des lieux de nuisance, les garages qui jouxtent les écoles. Bon, parce que selon même les pas textes, les garages, ce sont des boutiques. Oui, les garages, quand vous les avez commerces, la chance d'avoir voilà, un les goudron qui commerces, longe... même, bon, il y a des petites buvettes l'école. par-ci, par-là. Oui. Voilà, donc, bon, un travail a été fait dans ce sens-là, assorti de mesures d'accompagnement. Bon, je pense que ça va aider, parce qu'on a estimé qu'il fallait que l'école, en tout cas, soit à moins 400 mètres minimum de ces lieux-là. Parce que nous avons eu un reportage ici à la RTB où il y a un cabaret qui était juste à côté de l'établissement. Donc les élèves, même à la récréation, vont au cabaret. Voilà. Ils reviennent en classe. Oui, voilà, vous voyez un peu les conséquences. Oui, en tout cas, c'est vraiment... Là, on parle de cabaret encore. Contradictoire par rapport... Il y a des maquis, oui. Voilà, des boîtes tout de nuit même souvent. Avec des kiosques, oui. Où même, justement, on commercialise, on fait le deal de la drogue. Voyez-vous, donc il y a tout cela. Bon, maintenant, indépendamment de cela, il y a que chaque année, c'est-à-dire on prend deux régions et dont on forme les acteurs de l'éducation sur justement l'usage de la drogue en milieu scolaire, donc en collaboration avec le Comité national de lutte contre la drogue. Alors pour essayer donc en fait avec les spécialistes là, donner aux enseignants, aux différents acteurs, enseignants et animateurs de la vie scolaire, parents d'élèves, bon, les moyens de pouvoir détecter en leurs enfants des signes, les prémices en tout cas, bon, sur la consommation de la drogue. Et assez souvent, quand par exemple un parent constate que son enfant a un comportement étrange, on se contente simplement de dire « Ah, mais l'enfant, il est bizarre ces derniers temps-là ». Et puis ça s'arrête là. On ne cherche pas à creuser pour voir, comprendre en tout cas ce changement de comportement. Donc il y a cela. Bon, et le plus important travail même qui est en cours, c'est que le gouvernement a pris en tout cas le problème à bras le corps et il a été demandé donc au ministère de l'Éducation nationale d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire. Cette stratégie a été élaborée, elle a été validée et maintenant donc c'est sa mise en œuvre qui est attendue et sa mise en œuvre commence justement en 2021. Bon, et parallèlement à ça, je dois dire qu'avec Desinox a fait un travail formidable et a réalisé un film, franchement, que personnellement j'avais eu la chance de représenter Monsieur le ministre à la projection donc, du film-là. Et bon, quand j'ai rendu compte, le ministre m'a ensuite instruit de le rencontrer bon, avec un message et il avait en tout cas proposé un accompagnement au ministère. Bon, et vraiment, le ministre s'était montré favorable à ça parce qu'il a dit que c'est très important, c'est l'avenir même du pays qui est en jeu. Absolument. Parce qu'une jeunesse déséquilibrée, une jeunesse accro à la drogue, bon, franchement, c'est inquiétant. Malheureusement, la Covid s'est invitée entre-temps. Bon, donc, ça fait que ce projet est un peu en veilleuse, mais bon, avec la reprise là,
je crois qu'on va réveiller justement ce partenariat et il serait intéressant que, en tout cas, les parents d'élèves même puissent justement s'approprier ce film-là. Et puis, en tout cas, la faveur donc, de vos rencontres, la faire des sensibilisations. Et je pense que comme ça, bon, on pourrait atteindre une cible plus large, plus importante. Et l'un dans l'autre, en tout cas, ça pourrait aider à lutter efficacement contre justement le phénomène de la drogue en milieu scolaire. Alors, M. Nignan, parce que de ce qu'on dit sur ce plateau, au-delà des élèves, oui, ce sont les parents aussi qui ont besoin de sensibilisation, beaucoup plus. Si. Et je crois que ça a déjà commencé dans certaines structures APE de base. En début, APE, c'est l'Association des parents d'élèves. Alors, nous avions été invités au collège Saint-Viateur en avril à une conférence sur la drogue et ses effets. La conférence était adressée aux parents. Bon, mais malheureusement, on avait moins de 60 parents. Donc, vous voyez la difficulté. Je crois que ce que nous sommes en train de faire sur le plateau ici, ça va beaucoup porter. Et c'est le lieu pour moi vraiment de féliciter la Compassion qui a eu l'initiative. Sinon, au sein de nos structures aussi, il y a... Bon, depuis un certain temps, nous avions toujours conseillé aux structures APE de base, d'associations des parents d'élèves des établissements, d'associer des séances de sensibilisation au niveau à leur activité d'assemblée générale. Il ne faudra pas que les assemblées générales se limitent seulement au bilan financier et moral et les projets d'activité à venir. Non, il va falloir que les gens passent à la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, demain on ne pourra même pas vivre dans nos maisons, dans nos cours. Alors, à l'endroit des décideurs aussi, j'ai vu qu'on a relu l'arrêté portant organisation des activités culturelles. On n'a pas été associé, mais ça, ce n'est pas un problème. Mais j'ai noté que rien n'a changé. Peut-être c'est les horaires de 7h à 18h qu'on a ajoutés, qui étaient dans l'arrêté de 2016. Non, de l'arrêté de 1976, qui avait été enlevé par l'arrêté de 2009. Et curieusement, on est passé de superviser les activités à suivi de la mise en œuvre. Alors, lorsqu'on laisse nos enfants, parce que il y a beaucoup d'élèves, ceux qui consomment la cigarette, qui fument la cigarette, quand tu leur demandes, la première cigarette, c'est lors des soirées culturelles, hein, et ça va ensemble. Alors, quand on laisse les enfants seuls dans l'organisation de leurs activités, il n'y a personne pour superviser, ça pose un réel problème. Personnellement, j'ai souvent fait le tour pour voir ce qui se passe, mais c'est triste. C'est l'alcool, c'est la cigarette. Vous voyez. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons le courage, lorsqu'on prend des textes, qu'on aille jusqu'au bout. Permettre à nos enfants de mener leurs activités de façon saine. C'est-à-dire avec un suivi rigoureux. D'abord dans le contenu et même avoir une présence du personnel pour encadrer tout ça. Quand on les laisse... Et puis bon, on a mis de 7h à 18h. Mais ça a déjà commencé. Moi, j'ai un établissement qui est juste à côté de chez moi. Ils sont allés jusqu'au matin. Et il n'y avait personne. Pour les encadrer. Monsieur Diarry. Voilà, justement, je me vois obligé de réagir parce qu'il dit que le texte a été relu. Bon, c'est vrai, ce n'est pas le sujet. Mais comme, en fait... Bon, je ne peux pas quand même rester silencieux par rapport à ce qu'il dit. Non, mais si on fait un toilettage des textes, ça veut dire qu'effectivement, on a senti la nécessité de faire une réadaptation, en tout cas d'adapter les textes aux réalités du moment. Mais je pense que déjà, si peut-être l'établissement que vous prenez là, je pense que ça ne faut pas généraliser, parce qu'on a encadré, on a dit jusqu'à 17h.
Mais parce qu'on estime que jusqu'à 17h, il fait encore jour. Voyez-vous? Et maintenant, vous dites qu'on a remplacé supervisé par suivre. Mais le suivi, là, mais c'est parce que l'établissement que vous avez cité un exemple là n'a pas assuré. Parce que le suivi, là, il y a les responsables de l'établissement qui sont là pour vérifier. Sinon, normalement, s'il n'y a pas ce suivi-là, ça veut dire qu'en ce moment, ils peuvent aller au-delà de l'heure indiquée. Mais par civisme même, ils doivent respecter. Le principe, c'est qu'il faut c'est... que l'établissement s'organise pour qu'il y ait des responsables pour superviser. Non, c'est même... Mathieu, on peut réagir là-dessus? Non, pas sur ce point-là. Pasteur, oui, allez-y. Parce que, effectivement, les parents ont besoin d'être sensibilisés, même d'être formés. Parce qu'en fait, quand vous prenez un parent, même ceux qui ont été à l'école et tout ça, le phénomène de la drogue, ce n'est pas commun. Donc, les manifestations ne sont pas connues. Donc, il faudrait qu'on donne des outils aux parents pour comprendre à quel moment on peut dire que l'enfant est déjà dans la chose. Justement, c'est dans ce cadre que nous avons mis en place, réalisé des documentaires qui donnent la définition, qui donnent la classification, qui donnent l'ampleur, qui donnent même les conséquences et même comment prévenir. Pour que, éventuellement, un parent qui prend ce documentaire peut avoir une claire compréhension de la complexité de la situation et puis remédier. Parce qu'on ne peut pas aller partout pour former, on ne peut pas aller partout pour sensibiliser, mais quand c'est mis à la disposition, alors les gens peuvent prendre, alors connaître d'ailleurs le contexte et prendre des dispositions par rapport à ça. Parce que beaucoup sont ignorants de la chose. Ok. Ouais. Alors, les jeunes que vous voyez à ma gauche et à ma droite sont des jeunes qui sont issus des centres de développement donc de Compassion, des églises qui travaillent avec Compassion pour restituer la chose. J'ai un jeune, je crois, c'est Sinaré, qui est là. Qui va nous dire, dites-nous, vous avez le micro, voilà, qu'est-ce que vous avez appris dans les centres où vous étiez? Je crois que vous êtes étudiant aujourd'hui en pharmacie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Donnez-nous votre témoignage sur ce que vous apprenez dans le centre qui puisse vous aider justement à résister à cette tentation de tomber dans ces stupéfiants. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Ismaël Sinaré, étudiant en 4e année pharmacie à l'université Joseph Kizerbo. Bon, j'ai eu la grâce d'être enregistré au sein du centre de développement pour enfants dès l'âge de 7 ans. Ok, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole au nom de tous les bénéficiaires des impétrants et profiter de cette tribune et exprimer ma très profonde gratitude aux responsables du centre de développement pour enfants et jeunes et à mes encadreurs qui m'ont permis tout au long de mon parcours au centre d'acquérir tous les bagages nécessaires pour éviter certains pièges de la société. En effet, à travers les cours que nous recevons au centre, cela nous prépare à être des jeunes responsables et accomplis. Telle chose qui suscite en nous la volonté de réussir, de cultiver l'excellence dans tout ce que nous entreprendrons, d'impacter notre génération comme des agents de transformation qui contribuent à l'essor de leur communauté, à l'essor de leur nation. En plus de l'accompagnement que nous recevons pour notre bien-être, et pour notre éducation, pour notre santé, les cours que nous recevons sont des cours d'actualité, tels sur le civisme, sur l'établissement et le maintien de relations humaines saines. Et cela nous permet d'atteindre notre plein potentiel et à travers une saine émulation en art, plastique, en musique et en entrepreneuriat. Cela nous donne l'avantage d'éviter les pièges tels que l'incivisme, la délinquance juvénile et la consommation des stupéfiants. Et justement, à ces jeunes qui ont malheureusement, qui n'ont pas eu la chance comme vous, mais qui sont souvent tentés ou qui sont même tombés, qu'est-ce que vous leur dites? Je profite pour lancer un appel à toute la jeunesse burkinabé par rapport aux conséquences néfastes de la consommation des stupéfiants qui devient un phénomène
récurrent de plus en plus de nos jours. Je précise que nous sommes les leaders du futur, les futurs docteurs, enseignants, chercheurs. Nous devons prendre les précautions nécessaires pour éviter tout ce qui peut être un frein à notre avenir, un frein à l'accomplissement de nos objectifs. Et nos frères, nos familles fondent leurs espoirs sur nous. Nous ne devons pas nous aventurer dans la consommation de la drogue ou de l'alcool sous prétexte que c'est la mode ou sous prétexte que nous sommes à la page. Nous ne devons pas imiter le mal. Nous devons éviter les mauvaises fréquentations. Nous devons nous mettre en tête que notre attitude détermine notre altitude. Et éviter la curiosité qui ne va pas nous amener à grandes choses. Parce qu'on remarque que de nos jours, c'est les fréquentations qui peuvent conduire à la consommation de ces stupéfiants. Voilà. D'accord. Merci à vous, Ismaël Sinaré. Je précise que vous êtes issu d'un centre de développement de compassion. Vous êtes aujourd'hui étudiant en pharmacie 4e année. Pasteur, on va terminer avec vous. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Ou bien vous voulez dire quelque chose? Allez-y rapidement avant que... Oui. En réalité, il faut dire qu'au niveau de la justice, nous avons nos propres manières de faire qui puissent aider à ce que les problèmes donc, de consommation de la drogue puissent prendre fin. Généralement, il y a des cas, mais on ne les dénonce pas. Je veux dire qu'aujourd'hui, s'il y a des cas donc, au niveau donc, des écoles, il faut les dénoncer parce qu'il y a des procureurs qui sont formés spécifiquement pour recevoir donc, des enfants qui sont impliqués dans ces faits. Il y a des juges, donc des enfants, qui sont spécifiquement formés pour recevoir ces enfants. Et en partenariat, en collaboration avec, par exemple, des structures comme ça, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'il faut faire pour avoir des solutions à la fois juridiques et sociales pour pouvoir freiner donc ce phénomène-là. Parce que vous n'êtes pas là que pour la répression. On n'est pas là que pour la répression. C'est pour ça qu'actuellement, il y a des juridictions pour mineurs, des sections pour mineurs, des juges des enfants qui sont là. Quand un problème est posé, on examine pour voir comment il faut pour éviter la prison à l'enfant tout en travaillant à sa réinsertion. Donc les cas de drogue là, dénoncer ces situations-là. Pasteur, une minute avant que allez-y. Voilà, c'est dire que vraiment, je voudrais que le film que Desinox a réalisé, c'est vraiment fait de façon pédagogique. Donc au niveau du monde scolaire, nous allons l'exploiter. Mais pour que ce soit exploité au niveau des parents d'élèves, je voudrais exprimer le souhait que des dispositions soient prises. Je ne sais pas maintenant comment, mais pour que ce film-là soit traduit en langue nationale, pour vraiment atteindre le maximum de parents d'élèves. D'accord. Voilà, c'est le vœu que Pasteur. je vous donne. Merci. Effectivement, le documentaire est déjà traduit en 5 langues. Déjà, donc c'est pour que les gens puissent faire bon usage. Bon, on n'a pas parlé de la perspective. Je ne sais pas si ça vient ou... On est pratiquement à la fin. Allez-y avec les perspectives pour terminer. Nous savons qu'effectivement, il faut qu'on entreprenne quelque chose et le plus tôt possible pour ne pas être maintenant de dire que bon, voilà, si on savait. Alors donc, j'ai dit qu'il faut qu'on crée des centres de traitement et de sevrage. Ce qui peut aider les enfants aujourd'hui qui sont impliqués. Bon, les gens vont dire, mais le budget, moi j'ai une proposition à faire. Allez-y. Alors, moi je parle de la budgétisation, c'est une contribution patriotique. Vous savez, nous avons à peu près plus de 100 000 étudiants. Si on demande à la scolarité d'ajouter 1 000 francs, nous avons au niveau secondaire 1 200 000 élèves du secondaire. Si on dit 500 francs, alors, et au les niveau... étudiants et les élèves vont dire les scolarités sont déjà trop chères. Mais vous savez, c'est les parents, ce n'est pas les étudiants. Si les parents peuvent comprendre, si on leur explique les conséquences... Parce que c'est juste ponctuel. C'est vraiment ponctuel. Oui. Et je pense que ça vaut le coup de le faire parce que quand on dit aujourd'hui, comment le ministère va trouver de l'argent pour faire ça? Ce n'est pas possible. Or, en le faisant, nous avons déjà près de 1,2 milliard de francs qu'on peut mobiliser. Là, vous vous adressez aux parents d'élèves. Oui, en octobre déjà, on peut avoir cela, puis déclencher une riposte énergique
pour permettre de bloquer la situation. Parce que les gens parlent, mais les gens n'agissent pas. C'est quand ça va tomber, on va dire voilà, mais on aurait dû c'est trop tard. Donc je pense, c'est un cri de cœur, parce que nous avons commencé à parler de ce type, de ce problème il y a plus de 10 ans. Personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, nous sommes face à des réalités. Et même malgré les réalités, très peu de choses bougent. Et je pense qu'il faut des choses pragmatiques pour permettre de résoudre ce problème-là. Merci. À vous, pasteur Étienne Pitroapa, vous êtes promoteur de Desinor, instruire et impacter la nouvelle génération. Vous représentiez aussi les partenaires de Compassion sur ce plateau. Avec nous, M. Souleymane Nigna, vous êtes de l'Union nationale des associations des parents d'élèves. Avec nous, M. Bassalia Diané, du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Avec nous, M. Mathieu Lompo, directeur de la justice juvénile au ministère de la Justice. Merci, messieurs, d'être venus participer à cette émission qui nous a été proposée par l'ONG Compassion, à la faveur, donc, je le répète, de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dans notre pays. Merci à ces enfants, à ces jeunes qui sont venus participer à cette émission, à toute l'équipe technique et bonne suite de programme sur la RTB.